La prochaine chose que vous devez faire, c'est qu'il est essentiel que vous trouviez un coach ou un mentor. Mais vous allez me demander, mais pourquoi? Vous êtes intelligent. Vous savez, j'ai plusieurs mentors. J'ai 3 hommes dans ma vie qui sont les plus intelligents que je connaisse. Ce sont des hommes d'affaires hors pair, exceptionnels au niveau spirituel et émotionnel. Ils ont une vingtaine d'années de plus que moi, et vous savez quoi? Je m'adresse à eux en permanence pour avoir leur avis, et je leur suis redevable. Bien sûr que je connais le métier, mais un neurochirurgien ne s'opère pas lui-même, même s'il est très bon. C'est logique, non? On a toujours besoin d'une aide de l'extérieur parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc, vous trouvez un coach est essentiel. En tant que coach, on me paie 1 million par an. Je ne prends pas plus de 7 clients par an et j'ai une liste d'attente de 5 ans. Donc, je ne suis pas à la recherche de nouveaux clients. Mais j'ai formé des coachs pour vous, qui vont vous apporter le même service que moi sans vous facturer 1 million par an, loin de là. Donc, vous pouvez choisir un des coachs que j'ai formés ou d'autres. Mais ce que vous devez éviter à tout prix est de demander à un ami de vous coacher. Pourquoi? Voici un exemple. Il y a quelques années, j'étais l'invité d'un talk show dont je tairai le nom. Il y a un panel de femmes. Comment s'appelle l'émission? The View, pour ne pas la nommer. Je passe dans The View. Barbara Walters anime l'émission. C'est une femme étonnante. C'était en janvier et je travaillais sur un nouveau projet. Nouvelle année, nouvelle vie, comment transformer votre énergie et votre corps. Après mon intervention de 6-7 minutes, il y a eu une pause et les 5 femmes du panel m'ont littéralement pourchassé jusque dans les coulisses. Ça s'est passé pendant la pause. Elles m'ont dit, faut qu'on vous dise avant la reprise, on est conquise. Dites-nous vite, comment on peut faire, on va le faire ensemble. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit stop. Je leur ai demandé si je pouvais être franc avec elles. Vous savez à quel point je vous respecte toutes, mais puis-je être direct avec vous? Elles m'ont dit oui. Je leur ai répété que j'avais tout le respect du monde pour ce qu'elles faisaient en tant que journalistes, que leur émission était géniale, que c'était une référence depuis des années, que Barbara Walters est une modèle pour toutes ceux et ceux qui veulent réussir. Mais j'ai ajouté, il y a un domaine de votre vie que vous maîtrisez moins bien, votre corps. Désolé d'être aussi direct, mais je dois vous dire la vérité, car c'est en se disant la vérité qu'on peut changer les choses. Et elles se sont regardées en se disant, oh mon Dieu, il vient de dire qu'on était grosses. Je n'avais pas dit qu'elles étaient grosses, je leur avais dit qu'elles ne maîtrisaient pas ce domaine de leur vie. Et je leur ai dit, le problème, c'est que si vous faites ça ensemble, qu'aucune d'entre vous ne maîtrise ces domaines, et que vous êtes toutes amies, vous ferez ce qu'il faut au départ. Mais après 2 ou 3 jours, il y en a une qui voudra plutôt aller chez Starbucks, prendre un mocha choupa, blablabla, je sais pas quoi. Une autre dira, non, non, il faut qu'on travaille. Mais la première répliquera, allez, on peut quand même s'arrêter 2 minutes. Une troisième dira, mais oui, on peut s'arrêter 2 minutes. Et là, c'est la merde. Parce que vous cassez le schéma. Je leur ai demandé si cela était déjà arrivé. Elles m'ont fait comprendre que c'était déjà arrivé plusieurs fois. Je leur ai dit ne le faites pas ensemble, je sais que vous vous aimez bien et c'est exactement pour cela que je vous le déconseille. Adressez-vous à un pro qui, quand vous direz je prendrais bien un mocha, tais-toi et va courir. Vous devez engager quelqu'un qui ne va pas tomber dans le panneau, qui va vous secouer et vous aider à avoir de la rigueur, jusqu'à ce que vous maîtrisiez ces nouvelles compétences. Et même à ce moment-là, votre coach identifiera les petits changements de 2 mm que vous ne voyez pas et qui vous feront gagner 10 ans. Vous me suivez là-dessus, dites oui. Donc ne vous contentez pas d'un bon coach, trouvez-vous un coach exceptionnel. Je connais bien le problème parce que c'est moi qui ai créé l'industrie du coaching. Avant moi, personne ne se disait coach dans cette industrie, ce secteur n'existait pas, il y avait des thérapeutes qui devaient faire leurs preuves. Moi, je suis arrivé en disant que ces thérapeutes mettaient plus de 7 ans pour traiter leurs patients, alors que moi, je pouvais guérir une phobie en 20 ou 60 minutes. Alors j'ai dû me définir. Je ne suis pas un motivateur, je ne l'ai jamais été. Vous savez, je ne suis pas un gourou. Mais alors, qui suis-je? Quand je fais du sport, certains de mes coachs m'influencent plus que d'autres, alors que certains ne sont pas aussi bons que moi. Mais moi, je suis à l'intérieur du jeu, enfoui dans la forêt, mais eux ont une vue de l'extérieur et ils peuvent m'envoyer des signaux, ils font attention à moi. Voilà ce que je suis. Je suis coach, même si je ne suis pas coach sportif. J'aime les gens, je ne suis pas meilleur qu'eux, mais je vois des choses qu'ils ne voient pas parce que je fais attention à ces choses-là, ok? Pendant des années, j'étais tout seul. Je me souviens un jour, je venais de commencer à coacher Bill Clinton. Et en passant chez Larry King, il me dit « Vous ne faites pas de coaching, vous n'êtes pas coach. Le coaching, c'est dans le sport, vous ne crachez pas de sportifs, vous. » En fait, si, je coachais des sportifs, mais pas dans ce sens-là. Je me suis expliqué, j'étais à 2 doigts de changer d'avis, mais 6 mois après, tout le monde se disait coach. Des thérapeutes se sont dit coach, des conseillers financiers se sont dit coach. N'importe qui se propulse coach et je commence à détester ce mot, parce qu'il n'y a pas de standard. N'importe quel gugus peut se dire coach. Ils suivent un cours pendant 2 jours. Un idiot leur balance 3 outils, ils n'ont jamais eu de résultat dans leur vie, ils se disent coach. J'ai le sentiment d'avoir créé une industrie de bâtards, mais comme dans tous les domaines, il y en a des bons et des mauvais.
Trouvez-vous un coach qui soit exceptionnel. Ne choisissez pas quelqu'un parce que vous l'aimez bien. Vous devez engager quelqu'un qui a les aptitudes pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Dites oui. Pourquoi un coach? Pour mesurer vos progrès 2 fois, voire 3 fois par mois. Il est essentiel de mesurer ce que vous faites, car on ne peut gérer que ce que l'on ne peut mesurer. Et le coaching va vous faciliter la vie. Vous serez très pris par vos enfants, votre famille, votre travail. Vous risquez d'être vite débordé. Il vous faut quelqu'un qui vous aide à garder le cap pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Qui me suit? Dites oui. En plus, ce n'est pas forcément cher. N'allez pas vers ceux qui demandent trop, mais engagez un coach qui est vraiment très bon. Et maintenant, une autre priorité essentielle dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, vous avez besoin d'un entraînement quotidien. Une pratique quotidienne qui vous aidera à être régulièrement dans le meilleur état possible. Cette pratique compte 2 parties. Il faut d'abord nourrir votre esprit au quotidien pendant au moins 30 minutes. Que faut-il comprendre par nourrir son esprit? Mon professeur Jim Rohn disait toujours « Tu peux louper un repas, mais ne loupe pas 30 minutes de lecture ». Il ne s'agit pas d'aller sur Internet, les réseaux sociaux ou Twitter, il s'agit de lire un vrai livre qui va vous faire évoluer spirituellement, mentalement, émotionnellement et financièrement. Un texte qui va vous aider à réfléchir, à mettre sur pied une bonne stratégie, pas un truc à l'eau de rose qui ne vous prendra que 5 minutes et qui va vous ramollir le cerveau, mais bien quelque chose qui va vous aider à avoir des résultats. Parce que nos vies sont le résultat de ce que nous y mettons. Mettez-y de la merde et vous produirez de la merde. Donc lisez tous les jours, ne l'oubliez pas. Quand j'étais petit, j'écoutais des livres audio. L'avantage des livres audio, c'est qu'ils ne nécessitent pas de temps supplémentaire. C'est du net, pas de temps supplémentaire. Le problème, c'est de trouver du temps pour lire. Quand est-ce que je vais lire ça, faire ça, etc. La réponse est que pour écouter un livre, il ne faut pas de temps supplémentaire. Vous pouvez écouter un livre pendant que vous rangez et que vous faites de l'exercice, une balade dans la voiture pour aller à l'université. Vous devez nourrir votre esprit. Sinon, vous allez laisser pousser les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ça vient tout seul. Vous devez vous cultiver pour les empêcher de pousser. Donc, un minimum de 30 minutes par jour pour lire un livre ou l'écouter. Quelque chose qui va vous aider à grandir, à nourrir votre esprit et à prendre de l'élan. Donc ne vous arrêtez pas dès le premier éclat. Profitez de cette énergie pour prendre votre envol et profitez de la dynamique. Et pour terminer, voici encore un élément crucial. C'est la question la plus bête qu'on me pose sans arrêt dans les médias depuis plus de 40 ans. Et vous n'avez jamais de mauvaise journée? Vous ne vous fâchez jamais? Toutes ces choses ne vous arrivent jamais? Bien sûr que si, mais ça ne dure jamais. Je me suis entraîné pour développer mes muscles émotionnels comme un sportif s'entraîne pour développer ses muscles. En réalité, je crois que nos muscles émotionnels et spirituels sont les plus importants. Le courage, s'il n'est pas utilisé, grandit-il ou s'amoindrit-il? Lequel? La foi, si elle n'est pas utilisée, elle augmente ou diminue? Elle diminue. La passion, si elle n'est pas exprimée, grandit ou diminue? Ce sont les muscles mentaux, émotionnels et spirituels qui vont nous aider à changer de vie. Si nous les faisons mieux fonctionner, nous vivrons mieux. Pour cela, j'utilise un processus que j'appelle le priming. Je veux vraiment que vous le compreniez car c'est très simple. Ça vous est déjà arrivé de voir ou d'entendre quelqu'un faire quelque chose en vous demandant c'est quoi son problème? Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose vous-même en vous disant qu'est-ce que je fais? Souvent, nous pensons que nous pensons nos propres pensées, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes entraînés par notre environnement à penser certaines choses sans en être conscients. Il y a des processus inconscients et simplistes, suggérés par des publicités, par exemple. Mais les processus les plus forts sont ceux qui interviennent dans notre quotidien. Donc je vais vous donner 2 ou 3 exemples pour que vous compreniez bien la force du priming. Et je vous montrerai ensuite comment vous pouvez utiliser consciemment cette force pour entraîner et diriger votre mental, votre corps et vos émotions, et vivre vraiment ce que vous voulez, plutôt que de simplement l'espérer. Donc, des études sur le priming ont montré que vos pensées viennent, sans vous en rendre compte, et de ce qui se passe dans votre environnement. Je vous donne l'exemple d'une étude. On a demandé à 2 acteurs de s'adresser chacun à une centaine de personnes en disant et en faisant la même chose avec chaque personne. Ils se sont adressés à toutes ces personnes en ayant la même expression sur le visage en disant « Excusez-moi, pouvez-vous me tenir ceci en semonce pour que je prenne mon téléphone en leur tendant leur café ?» Puis ils faisaient un truc sur leur téléphone rapidement, disaient « Merci beaucoup » et récupéraient leur café. À chaque fois de la même manière avec 200 personnes, 100 personnes par acteur. Mais à 50 d'entre elles, l'acteur tendait un café chaud. Aux 50 autres, un café froid. Écoutez ça, c'est incroyable. Après 35-40 minutes,
Un enquêteur retrouvait ces personnes à la sortie du centre commercial ou tout autre endroit avec un questionnaire en demandant « Excusez-moi, je vous donne 20 $ si vous acceptez que je prenne 3 minutes de votre temps pour lire 3 paragraphes et répondre à 2 questions. » 95% des personnes ont accepté. 20 $ pour 3 minutes. Il lisait cette petite histoire avec un personnage. Puis il y avait 2 questions. Quelle est la première émotion qui vous vient concernant ce personnage? Et quelle est la seconde? C'était ça les questions. Les personnes qui avaient tenu en main un café chaud, dans 80% des cas, 81% pour être exact, ont répondu « Le personnage est généreux et chaleureux ». Et parfois ils ajoutaient « aimable », mais généreux et chaleureux y étaient à chaque fois. Les personnes qui avaient eu le même contact avec les acteurs une demi-heure avant et qui avaient tenu en main un café froid, dans 80% des cas, il y avait 1% de différence, ce qui n'est pas une différence valable en statistique. 80% ont répondu « Le personnage est froid et indifférent ». La seule différence, c'est qu'une bonne demi-heure auparavant, quelqu'un leur avait demandé de tenir un café chaud ou froid. C'est dingue, non? Je vous donne un autre exemple. Vous savez, en Amérique, vous êtes plus de 70 nationalités dans la salle, mais en Amérique, l'idée est très répandue que les ressortissants asiatiques sont meilleurs en sciences et en mathématiques. Mais en Asie, l'approche des sciences et des mathématiques est différente. Quand des Asiatiques arrivent en Amérique, ils travaillent dur, et donc nous pensons qu'ils sont meilleurs que nous. Dans notre culture, dans le passé, on a souvent pensé que les garçons étaient meilleurs en sciences et en maths, plus que les filles parce que ce n'était pas leur truc. Il n'y a aucune vérité là derrière, c'est juste un ancrage culturel auquel les gens ont l'habitude de croire. Donc voici ce qui est intéressant. On a pris l'épreuve de maths de l'équivalent du bac aux États-Unis et on l'a fait passer à un groupe d'étudiants à Harvard. Et en changeant simplement la première question de l'épreuve sur la moitié des copies, la question était « Quel est votre sexe ?» Sur l'autre moitié, « Quelle est votre nationalité, ton origine ?» Intéressant. Les étudiants qui ont dû répondre à la question sur leur sexe ont fait des scores de 11% inférieurs. Et les étudiants à qui on avait demandé l'origine ethnique ont fait des scores de 11% supérieurs. Soit une différence de 22% simplement parce que la première question n'était pas la même. Voilà ce que c'est la force du priming. Donc mon message est très simple. Si vous voulez atteindre les résultats dont vous rêvez, que vous voulez et que vous méritez, vous devez amorcer ce succès, vous entraîner à l'amour, lancer la pompe du courage plutôt que de n'être que dans l'espérance que ça arrive un jour grâce à des déclencheurs externes. Est-ce que ça fait du sens ?